Salut, je m'appelle Corentin et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à monter avec Final Cut Pro 11. Pour ma part, ça fait plus de 6 ans que j'utilise ce logiciel quasiment tous les jours et c'est encore pour l'heure le logiciel de montage par défaut que je vais utiliser dans mes projets de par son efficacité, sa simplicité et son interface utilisateur plutôt simple à prendre en main. Ça en fait encore aujourd'hui un logiciel parfait pour monter des vidéos. Dans cette vidéo, je vais retracer toutes les bases, la majorité des fonctionnalités qui vous seront utiles pour vous lancer vraiment dans le montage et commencer à faire des projets déjà bien cool. Et je vous propose de commencer tout de suite. Lorsque vous ouvrez le logiciel pour la première fois, vous aurez cette interface où il n'y a pas grand chose. On va commencer par ouvrir une bibliothèque, enfin du moins en créer une. Ça va être l'équivalent d'un dossier dans lequel vous allez pouvoir travailler et créer tout un tas de projets. On va donc faire nouvelle. Vous venez choisir l'emplacement de celle-ci. On va l'appeler YouTube et je vais l'enregistrer dans mon dossier de téléchargement pour le moment. Et à ce moment-là, on va pouvoir se lancer pour créer un nouveau projet. On va pouvoir créer tout un tas de projets dans une même bibliothèque. Vous pouvez par exemple avoir une bibliothèque pour le monde professionnel où vous avez des projets pro et une bibliothèque perso où vous avez vos projets perso. Pour ma part, je préfère utiliser une bibliothèque à chaque fois que je me lance dans un nouveau montage, mais ça, c'est simplement une question de préférence. Donc je vais pouvoir faire un nouveau projet. Je vais l'appeler démo YouTube. Et ici, comme vous pouvez le voir, on n'a pas spécialement de réglages spécifiques. En fait, Final Cut va déterminer les réglages par rapport à vos rushs. Dès que vous allez glisser une première vidéo dans votre timeline, il va l'adapter par rapport au format de cette vidéo. Si vous avez filmé en 4K, il va créer une timeline en 4K. Et si vous avez tourné en 25 images par seconde, cette timeline sera en 25 images par seconde. Mais si vous le souhaitez, on peut utiliser les réglages personnalisés dans lesquels on va avoir accès à beaucoup plus de réglages. Donc le format, ici on va rester sur de la simple Full HD et ici le débit, mais je vais rester à 25. Prêtez pas spécialement attention aux autres réglages, ils sont pas vraiment importants, en tout cas pour vous si vous vous lancez. On fait OK et ça y est, on a notre première timeline, notre premier projet, notre premier montage ici. Donc pour que ce soit bien clair, on a notre bibliothèque YouTube dans laquelle on a déjà un premier projet. Je pourrais très bien aller faire fichier nouveau et créer un nouveau projet pour avoir une démo 2 par exemple. Et à ce moment-là, j'aurai deux montages dans ma même bibliothèque. Et sachez qu'on a ici des collections intelligentes dans lesquelles il va vous trier déjà un peu vos rushs et vous pouvez créer d'autres collections. Les collections intelligentes, c'est un peu comme des sous-dossiers, si vous voulez. Et de la même manière, on a les événements qui, encore une fois, sont une autre type de sous-dossier. Par exemple, ici, je vais créer un nouvel événement, je fais OK. Et là, ici, je vais pouvoir importer d'autres médias. Si par exemple vous voulez vraiment trier tous vos rushs, l'événement de cette journée-là, l'événement de cette journée-là, etc. Ça fonctionne un peu comme ça. Moi personnellement, je m'en sers jamais. Tous mes médias, je les laisse dans ma première bibliothèque et vous allez le voir, tout va s'afficher ici. Mais justement, on va aller importer quelques rushs. On va faire fichier, importer, données. Sachez d'ailleurs qu'on peut faire le raccourci clavier commande I. Vous verrez, les raccourcis clavier, c'est vraiment très important dans le montage. Et ici, Final Cut vous ouvre un explorateur de fichiers. D'ailleurs, si vous branchez une carte SD ou n'importe quoi avec des fichiers dessus, ils vont apparaître juste ici et il va vous proposer de les importer directement. Moi, en l'occurrence, j'ai mes rushs dans mon dossier de téléchargement. Voilà, juste ici, j'en ai 5. Je vais tous les sélectionner et ici, chose très importante, vous avez la possibilité ou de copier vos éléments dans cette bibliothèque, c'est-à-dire que tous vos fichiers, vos photos, vidéos, vos sons, vos musiques vont être condensés dans cette bibliothèque, ou bien vous pouvez choisir de conserver les fichiers à leur place. Si vous n'avez pas énormément d'espace de stockage, ça peut être suffisant, mais attention, dès que vous allez bouger ces fichiers dans votre Finder, vous allez les mettre ailleurs, ils vont être déconnectés de votre timeline. À vous de voir comment vous gérez ça, faites attention. J'ai souvent mis copier dans la bibliothèque pour être sûr de ne pas avoir de problème, mais à ce moment-là, je vous conseille de monter avec des disques durs externes, des SSD, ce sera plus pratique parce que vous allez le voir, une bibliothèque peut vite prendre beaucoup de place. Ici, je vais les copier dans la bibliothèque. Et vous faites importer la sélection. Et voilà, ils apparaissent juste ici, dans mon nouvel événement que j'ai créé ici, l'événement qui est à la date du 9 janvier 2025, parce que du coup j'en avais créé 2. Et si je reviens sur YouTube, on va voir qu'ils apparaissent également là, ainsi que mes 2 montages de démo. Sachez qu'on peut également importer depuis Final Cut directement vos rushs avec le Finder comme ça. Hop, là je suis dans mon Finder, je viens les glisser en drag and drop et ils apparaissent directement dans la timeline. Des fois, c'est tout autant pratique. Si vous êtes dans votre Finder, vous savez exactement quel fichier vous voulez importer. Pour éviter de les rechercher depuis Final Cut, c'est plus simple de faire du drag and drop. Bon, pour le coup, moi, je vais pas utiliser ma bibliothèque YouTube. En fait, j'ai déjà créé une bibliothèque démo spécialement pour cette vidéo. Voilà, je viens de la réouvrir. Donc, j'ai ici 2 projets, 2 montages. Donc, j'ai tous mes médias juste ici. Et donc, c'est dans ma bibliothèque qui s'appelle la 85. Voilà.
Petit tour d'interface, donc voilà à quoi ressemble Final Cut Pro de manière générale. On va pouvoir ici manier un peu les fenêtres. Déjà, je peux fermer la partie de la bibliothèque juste ici. Donc ici, j'ai mes médias. Je vais pouvoir changer la taille qu'ils prennent dans cet espace-là. Voilà, pour les faire plus petits, ça peut être plus pratique. Pour les longues vidéos, vous pouvez aussi raccourcir ça. Voilà. Et on a donc pas que les vidéos, on a aussi tous les effets sonores, les musiques, etc. Tout va se passer ici. Si vous recherchez un rush spécifique, n'hésitez pas à utiliser la loupe. Vous verrez, il y en a un peu de partout dans le logiciel, ça peut être très pratique. La deuxième petite page, ça va être pour vos photos liées à iCloud ainsi que vos musiques et vos vidéos sur l'app Apple TV. Et on a également quelques effets sonores déjà implémentés dans le logiciel. Et enfin, la troisième page va recenser tous vos titres et générateurs. Donc les titres, tous les éléments de texte qui sont déjà de base dans le logiciel, ainsi que d'autres titres que j'ai ici, moi, importés en plus, mais j'y reviendrai un peu après. Et également, du coup, vos générateurs. Donc les générateurs, c'est en gros les fonds, les arrière-plans, ainsi que quelques éléments graphiques, des éléments animés. Ici, vous voyez, par exemple, on a un décompte. Ça peut être des choses comme ça. D'ailleurs, on peut ouvrir ces deux pages-là pour que vous voyez bien toutes les catégories à chaque fois. Au milieu, on va retrouver tout simplement le visualiseur et de la timeline, donc en temps réel, là où vous passez votre curseur, et également des éléments, si vous regardez des éléments, par exemple des générateurs, vous allez pouvoir les prévisualiser juste ici. Ensuite, à gauche, on va avoir ce qu'on appelle l'inspecteur. Si par exemple, je sélectionne un rush, il va nous proposer de transformer, le recadrer, appliquer une distorsion, des choses comme ça, le stabiliser, tout ce qui va se retrouver dans la première page de l'inspecteur. La deuxième page va concerner tout ce qui est de la colorimétrie. Donc, on a ici plein de types de corrections. La troisième page pour le son. Voilà. Et la dernière, ça va être quelques informations sur votre rush à proprement parler. Donc ici, par exemple, il a été tourné en 4K, en 60 fps. Vous avez deux, trois autres informations, quelques métadonnées. Vous en retrouvez même plus si vous cliquez sur étendu. Là, on va avoir encore deux, trois autres informations. Voilà. Je vais revenir sur élémentaire pour le coup. Et donc en bas, on a cette fameuse timeline. C'est ça, une timeline tout simplement. C'est là où vous allez travailler, où vous allez créer votre montage. Et pour ce qui est des effets et les transitions, elles vont se retrouver en bas à droite ici, enfin au milieu à droite. Vous avez d'une part à gauche les effets. Donc pareil, vous avez tous les effets déjà implémentés dans Final Cut Pro, mais ici j'en ai quelques-uns en plus que j'ai créés. Et à droite, les transitions. Voilà. Donc comme vous le voyez, toutes les fenêtres, on peut les ouvrir et les refermer. C'est assez modulable comme logiciel. On peut vraiment réadapter toutes les fenêtres comme bon nous semble. Si je veux fermer toute la bibliothèque, je peux faire ça directement. Manier directement la taille de mon visualiseur. Enfin bref, il y a pas mal de manières d'ajuster l'écran. Et à savoir d'ailleurs, vous pouvez totalement y connecter un écran externe, voire même deux. Final Cut est compatible avec du dual screen ou même 3 écrans. Ça fonctionnera. D'ailleurs, petit point, vous l'avez peut-être remarqué, j'utilise uniquement mon trackpad, je n'ai pas de souris. Ça fait 6 ans que je monte, j'ai toujours monté au trackpad. C'est une question d'habitude, c'est totalement possible de monter avec une souris. Certains diront que c'est plus pratique. Moi, personnellement, je suis déjà très efficace avec le trackpad, ça marche très bien. Il y a des petits raccourcis sympas, déjà pour zoomer avec 2 doigts comme sur un écran tactile, ça marche très très bien. Si vous voulez dézoomer l'entièreté de votre timeline, vous faites un double tap avec 2 doigts sur le trackpad et hop, directement, on va dézoomer pour avoir un aperçu global. Et vous pouvez également aller dans les réglages et changer le mode du trackpad si vous voulez que le clic se fasse à un simple toucher, ça peut fonctionner. Voilà, et donc pour la particularité de la timeline de Final Cut, c'est que c'est une timeline magnétique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Magnétique, ça va être le fait que si je supprime un élément, par exemple celui-ci, toute la partie de droite de ma timeline est venue se rattacher à la partie de gauche. Mais attention, cette partie de magnétisme est uniquement sur la bande centrale, la bande principale de Final Cut Pro. C'est-à-dire que si je fais une copie de tous mes éléments au-dessus, et que de la même manière je viens supprimer par exemple cet élément-là, la partie de droite ne va pas venir se coller à la partie de gauche. Parce que le magnétisme fonctionne uniquement sur la bande centrale, la bande du milieu de votre timeline. C'est peut-être pas trop parlant dans ce projet-là, mais si j'ouvre un autre projet ici, vous voyez que j'ai beaucoup de couches, plusieurs calques, un peu à la même manière que Photoshop. Et pour les éléments sonores qu'on retrouvera à chaque fois sur Final Cut Pro en dessous dans la timeline, la vidéo en dessus, les effets sonores en dessous, et bien pareil, de cette manière, ils ne sont pas magnétiques. Si j'en supprime un, les autres vont pas venir se coller parce qu'on a justement déjà des trous. Le magnétisme fonctionne que au milieu. On a quelques outils justement pour jouer avec cette timeline. Ça va être les petits outils qu'on a juste ici à gauche des effets et des transitions.
Le premier outil va être, je pense, activé par défaut. C'est ce qui va nous permettre de faire avancer la timeline lorsque l'on joue notre montage. Je vais aller un peu plus loin. Je vais jouer par exemple ce montage que j'ai créé il y a quelques jours justement pour ce cours que je vous propose. Si je fais play, mon curseur va avancer et dès qu'il atteint le milieu de l'écran, il va faire évoluer la timeline en temps réel. Voilà, ça peut être très pratique. Si vous voulez le désactiver, ça se passe ici et à ce moment-là, le curseur va partir et vous ne le verrez plus. Bref, je préfère le laisser activer. Le deuxième petit icône, lui, va concerner le survol. En fait, quand vous le voyez, là, quand je passe ma souris au-dessus de ma timeline, elle me visualise en temps réel qu'est-ce qu'il se passe à l'endroit de mon curseur. C'est très pratique, mais si vous le souhaitez, vous pouvez le désactiver. Ce sera le deuxième petit icône ici. Quand je passe la souris, il ne se passe plus rien. Et le troisième vient directement avec le deuxième. Ça va être pour activer l'audio ou le désactiver lors du survol. Si vous écoutez bien, quand je passe la souris, on n'entend rien, alors que si je l'active, on entend tout. Donc c'est cool, mais ça peut vite être très chiant selon votre volume. Donc en général, moi je le coupe, au moins ça me gêne pas. Mais le son est toujours là quand je fais play. D'ailleurs, pour lancer votre timeline, pour faire play, c'est la barre d'espace. Ok. Le quatrième petit icône concerne l'isolation. Si je veux isoler le son d'un élément, donc c'est assez pratique par exemple pour du sound design. Si je me mets ici, j'ai un petit élément sonore que vous avez ici en bleu ciel. Si je fais play, voilà. Si je veux par exemple isoler cet élément sonore pour l'entendre uniquement le bruit, je peux venir cliquer sur cette petite icône. Le raccourci clavier, ça va être Option S. À ce moment-là, on l'a isolé et si je fais play maintenant, on n'entend plus que cet élément sonore là, ça va désactiver la musique qu'on a en dessous. Pour le réactiver, on refait Option S et il redevient normal. Le cinquième petit icône, lui, est très intéressant. C'est ce qu'on appelle la magnétisation. Globalement, je vous ai parlé d'une timeline magnétique tout à l'heure, mais ça va encore plus loin, le magnétisme. Lorsque vous allez passer votre curseur, maintenant, Final Cut va venir magnétiser votre curseur à chaque élément stratégique entre guillemets. C'est-à-dire qu'à chaque début ou fin d'un élément, d'une transition, d'un élément sonore ou même d'une vidéo, il va vous déplacer le curseur pile au début ou à la fin. Et ça peut être très pratique dans le montage si par exemple vous voulez déplacer un élément pile au-dessus pour qu'il soit vraiment synchronisé avec le rush du dessous, vous êtes sûr de bien le poser par-dessus. Si vous voulez, ça vous aide à être vraiment précis tout en étant assez rapide. Là, je suis sûr d'avoir vraiment collé ces deux éléments ensemble et de les avoir mis juste ici au milieu. Si le magnétisme était désactivé, ce serait beaucoup plus dur pour moi d'être sûr qu'on soit pile bien au niveau du milieu. Là, vous voyez, je suis pas exactement au milieu, il va falloir que je le déplace manuellement. Voilà, donc le magnétisme, on l'active avec la touche N et c'est très pratique de l'avoir, bien que de temps en temps, ça peut être aussi pratique de le désactiver. Et enfin, le dernier icône ici va être pour modifier l'interface de la timeline. Dans un premier temps, vous pouvez zoomer ou dézoomer dans votre timeline de cette manière-là. Alors honnêtement, c'est pas le plus pratique. En général, quand vous avez une souris ou un trackpad, vous pouvez zoomer directement avec. Mais voilà, vous pouvez le faire aussi ici. Et les petits éléments en dessous vont vous permettre de faire grossir plus ou moins les éléments pour avoir plus ou moins l'image, un aperçu de votre vidéo ou bien les ondes audio de votre vidéo. Là, par exemple, j'ai activé uniquement le son. Du coup, je vais avoir que les ondes audio dans chacun de mes plans, que ce soit les plans vidéo ou de la musique. Alors qu'à l'inverse, si j'aurais activé plutôt celui vers la droite, on va avoir l'aperçu vidéo, une petite miniature de notre rush, mais on verra plus l'onde sonore. Et vous avez après plusieurs degrés d'affichage. Mais en général, je suis plutôt sur celui-ci. Et là, ici, on va pouvoir grossir ou diminuer la taille de ces éléments-là. J'aime bien quand c'est pas trop gros, personnellement, ça me suffit. Voilà, je vais pas aller plus loin dans les autres possibilités. Et donc, en gros, voilà, votre timeline, à quoi elle ressemble. Si je m'intéresse maintenant aux différents outils que vous avez avec une timeline, on va les avoir ici avec la petite souris. On a justement l'outil de sélection par défaut, qui est la touche A. Il va vous permettre de sélectionner vos plans et puis facilement de les déplacer. Si je me mets en bout d'un média, je vais pouvoir le raccourcir ou l'allonger. Lorsque j'atteins la limite du plan, qu'on est au bout, on a un petit crochet qui devient rouge, voilà, alors que par défaut il est jaune. Pareil sur la gauche, même principe. Donc voilà, c'est l'outil de sélection qui est en général le plus utilisé, je pense. Le deuxième petit outil va être pour élaguer un plan. Élaguer, ça va permettre de déplacer la partie du rush. Au lieu que ce soit les premières secondes, on peut mettre les dernières secondes.
tout en gardant la durée du plan qu'on a dans notre montage. Là par exemple, juste ici on a la durée de ce plan qui est ici sélectionné en jaune, donc il dure 2 secondes et 18 images. Attention, le 18 c'est bien le nombre d'images par rapport à une seconde, sachant qu'une seconde ici c'est du 25 images par seconde, on est à 18 25e. Bref, on a un plan qui dure 2 secondes et 18 images ici dans ma timeline. Élaguer, il va vous suffire de cliquer et de vous déplacer sur la gauche ou sur la droite. Ça va nous permettre de nous déplacer dans le plan. Là, par exemple, je mets plutôt la fin du plan, tout en gardant cette durée initiale qui était de 2 secondes et 18 images. Si je viens resélectionner cet outil-là, qui est d'ailleurs le raccourci clavier T, je vais également pouvoir élaguer l'endroit où je fais mon cut entre deux médias. Par exemple, ici, si je veux plutôt allonger le deuxième plan, je vais pouvoir me mettre entre les deux et venir glisser. De cette manière-là, le deuxième plan sera beaucoup plus long que le premier, mais je peux faire aussi l'inverse. Ça marche aussi sans bouger la durée totale des deux plans qui est de 5 secondes et 18 images. Voilà, c'est pour l'outil d'élaguer. Ensuite, on a l'outil position. Celui-ci, je m'en sers pas spécialement, mais globalement, il fait la même chose que sélectionner, mais vous allez pouvoir changer la position des plans. Plage de sélection, lui, peut être utile. Donc, c'est le raccourci clavier R. Il va vous permettre de sélectionner des parties d'un plan et d'y appliquer des réglages. Si je me mets par exemple au milieu de ce média-là, ici, si je veux y diminuer le son, je vais pouvoir utiliser la petite barre qu'on a juste ici, qui représente les ondes audio. Si je clique dessus, vous voyez, je peux monter à 12 décibels ou bien diminuer le son à moins 20, moins 28, peu importe. Il va vous créer des points clés, mais ça, j'y reviendrai juste après. L'outil de sélection, il peut aussi vous permettre d'appliquer par exemple un ralenti sur cette zone-là. Je vais ici dans mes réglages de vitesse, pareil, j'y reviendrai après. Je mets 50% et voilà, ici, le milieu de mon rush sera à 50%. C'est l'outil de plage de sélection qui nous permet ça. L'outil en dessous, c'est la lame de rasoir. Bon, le nom en dit long. Globalement, ça vous permet de faire des cuts dans votre plan. Ici, si je veux faire un cut, hop, j'ai cuté. Alors forcément, là, on se rend pas compte parce que j'ai pas encore supprimé une partie. Mais ici, si je cut, que je reprends l'outil de sélection avec la touche A et que je viens supprimer la partie de droite, et bah, j'ai pu cutter la partie droite de mon plan. Honnêtement, je me sers très rarement de cet outil de cut de cette manière. C'est pas le plus efficace, je trouve. Et enfin, on a un outil et de zoom pour pouvoir zoomer dans une partie de la timeline, par exemple. Et également l'outil main qui vous permet de vous déplacer dans votre plan. Mais globalement, si vous voulez vous déplacer facilement avec, par exemple, un trackpad, vous pouvez utiliser deux doigts là aussi et vous déplacer simplement en glissant avec. Et pareil avec une souris, vous avez la petite molette pour pouvoir vous déplacer. Et pour vous montrer deux, trois autres petites choses, si par exemple vous voulez copier-coller un plan, bah, vous avez le classique commande C, commande V. Voilà, j'ai fait un copier-coller et donc j'ai dupliqué mon plan. Mais plus souvent, je me sers du raccourci clavier Option, où je maintiens la touche Option et je viens cliquer, glisser mon plan. De cette manière-là, je peux le dupliquer et le placer là où je veux, par exemple juste au-dessus. Si je veux le supprimer, j'ai la touche Sup qui me permet de l'enlever directement. Je peux le supprimer n'importe où. La touche Sup vous permet vraiment de supprimer tous les éléments que vous souhaitez. Pour faire annuler, comme de partout, commande Z. Pour réappliquer ce que vous venez d'annuler, Maj, commande Z. Les raccourcis clavier, c'est vraiment la base dans le montage. Vous allez vous rendre compte que vous pouvez aller beaucoup plus vite. Et vraiment, je vous le recommande si vous vous lancez dans le montage ou du moins vous vous lancez dans Final Cut Pro. Dès le début, prenez l'habitude de les utiliser. Vous irez beaucoup plus vite, vous serez beaucoup plus efficace. Ça fait un peu peur, il y a beaucoup de raccourcis au début, mais ça va venir avec le temps. Et le mieux, c'est pas de tous les mémoriser, c'est de mémoriser ceux que vous utilisez le plus. Toutes les actions que vous avez l'habitude de répéter à chaque fois que vous montez, essayez de voir s'il y a un raccourci clavier. Mémorisez-le et vous verrez, vous allez très vite gagner énormément de temps. Je parlais du son tout à l'heure. Si vous voulez détacher le son qui est par défaut associé à la vidéo, vous pouvez faire un clic droit dessus et venir détacher l'audio. À ce moment-là, on a l'image d'une part et l'audio de l'autre. Ainsi, vous pouvez du coup les déplacer l'un ou l'autre et par exemple allonger le son au début et à la fin tout en ayant l'image qui commence après du coup le son. Et pour ajouter un adoucissement du son, si vous venez au bout de l'élément ici, on a la souris qui devient comme ça avec deux flèches aux extrémités. Vous pouvez cliquer et venir ajouter voilà, un petit adoucissement ici, un petit fondu pour que le son arrive progressivement. De la même manière, sur un plan comme celui-ci, j'aurais pu venir me mettre à la fin, avoir les deux petites flèches et venir glisser de l'autre côté pour créer un adoucissement sonore vers la fin cette fois-ci.
Sachez dans une timeline que vous pouvez aussi faire des groupes. Les groupes, c'est comme des sous-timelines, une petite timeline à l'intérieur de votre timeline principale par exemple. Là ici, dans mon petit montage que j'ai donc créé à l'occasion, si je veux le mettre dans un groupe, je peux venir tout sélectionner, hop, avec mes éléments sonores, et faire Option G pour créer un nouveau plan composé. C'est comme ça qu'on les appelle sur Final Cut, des plans composés. C'est des groupes, c'est des timelines. Vous pouvez les nommer différemment, vous faites OK. Et là, il va me placer tous ces éléments-là dans un seul groupe, un seul élément. Ça peut simplifier un peu votre timeline si vous en avez un peu de partout. Car si je veux revenir dessus, je peux tout simplement cliquer ici sur les petites icônes et je reviens à l'intérieur où je retrouve tous mes éléments. Je peux donc modifier l'intérieur de ce groupe, en ressortir avec la flèche qui est juste ici et retrouver mon groupe que je viens de modifier. D'ailleurs, on peut enlever ce groupe. Si je veux refaire apparaître tous les éléments, je peux faire Maj Command G. Et là, il me replace tous mes éléments principaux dans la timeline. N'ayez pas peur d'utiliser des groupes et d'utiliser des groupes à l'intérieur des groupes. Ça peut être vraiment pratique et ça va aider aussi Final Cut à travailler, à charger une timeline. Voilà. Parlons maintenant des rôles. Vous pouvez attribuer des rôles à chaque type de média que vous avez. Vous pouvez très bien appliquer différents rôles selon le type de plan vidéo que vous avez. Un plan GoPro, un plan avec cette caméra-là, un plan d'intérieur. Peu importe en fait la catégorie que vous voulez utiliser, vous pouvez créer des rôles. Et de la même manière pour des éléments sonores, ça peut être des éléments sonores d'intérieur, des éléments sonores type ambiance, les musiques, mettre tous les titres, tous les effets graphiques dans un seul même rôle. Ces rôles-là vont être très pratiques déjà pour avoir un visuel différent de votre timeline et que ce soit plus facile pour vous de comprendre quel type d'élément c'est, et également pour les rechercher si vous avez besoin de rechercher un élément spécifique. Si vous les avez triés avec les rôles, ce sera beaucoup plus pratique de les retrouver juste après avec l'index. Je vais vous expliquer ça après. Là ici par exemple, j'ai un plan à Chicago. Si je veux créer une catégorie, un rôle, je veux dire Chicago, je vais pouvoir. Je vais faire un clic droit dessus. Ici, je vais avoir attribué des rôles audio ou vidéo. Par défaut, Final Cut va considérer que si le plan a un audio, il va falloir créer un rôle audio pour pouvoir l'appliquer. Donc, je vais faire ici, modifier les rôles. Si je fais maintenant un nouveau rôle audio, que j'appelle donc, admettons, Chicago, je vais faire appliquer. Il ne va pas l'appliquer par défaut. Je vais refaire un clic droit, attribuer des rôles audio. Et ici, je vais pouvoir sélectionner Chicago. Et à ce moment-là, mon plan passe d'une autre couleur. Ça me permet du coup de savoir très facilement que c'était un plan à Chicago. Je peux tout à fait sélectionner plusieurs plans, admettons les trois qu'il y a ici, et leur appliquer aux trois ce rôle que je viens de créer, Chicago. Ça peut être très pratique, encore une fois, de tous les nommer en une seule fois. Si je reprends mon autre montage avec ma vidéo de Boston, je peux circuler du coup entre les montages avec les flèches ici. Si je reste appuyé, on me montre bien qu'il y a le montage Boston vers la gauche. On peut voir que dans ce projet-ci, j'ai créé notamment plein de rôles audio pour les éléments sonores. Un autre point dont je veux vous parler, c'est l'index. C'est ce qu'on va avoir juste ici, qu'on peut d'ailleurs activer en faisant commande F. Ça va nous permettre déjà de rechercher un élément dans la timeline et de manière générale de nous afficher tous les éléments que compose cette timeline. Que ce soit une vidéo comme celle-ci, un élément sonore comme celui-ci, d'ailleurs il vient me l'afficher juste ici en même temps, ou même un titre comme ici. Enfin bref, peu importe l'élément que vous avez dans la timeline, il sera affiché ici. Vous pouvez les trier si vous voulez afficher que les vidéos, que les éléments audio, etc. Et ça peut être vraiment très pratique si vous voulez par exemple les sélectionner, si vous voulez sélectionner toute une catégorie d'éléments. Si par exemple je tape grain, ici il va m'afficher tous les grains de film que j'ai ajoutés. Je peux venir tous les sélectionner de cette manière-là. Je suis sûr qu'il va pas en oublier une seule étant donné que j'ai cherché grain et que je les ai tous sélectionnés dans mon index. Et ensuite, je peux à tous leur appliquer quelque chose, par exemple ici dans l'inspecteur. En plus de ça, l'index, il vous permet aussi d'afficher les balises. Les balises, ça va être tous les tags que vous avez pu appliquer à des éléments ou ça peut être aussi des marqueurs. Si par exemple, je viens ajouter un marqueur ici dans mon montage avec le raccourci clavier M, et il me crée un marqueur qu'on a juste ici, que j'aurais pu d'ailleurs renommer, et il vient s'afficher ici dans la balise, on a le marqueur 1 qui apparaît à la 19e seconde et 6 images. Je peux de la même manière juste ici le supprimer. Voilà, ça c'est pour ce qui est des balises. Et enfin, on a les rôles. Et les rôles, c'est donc ce que je viens de vous montrer. Vous pouvez de cette manière-là tous les activer ou les désactiver de manière très facile. Si je veux couper toutes mes ambiances, tous les éléments que j'ai en rouge, je peux les désélectionner. Et là, ils vont plus être joués lorsque je vais écouter ma timeline.
Voilà, vous avez également plusieurs méthodes d'affichage. Si vous voulez vraiment trier vos éléments ici dans la timeline, les rouges avec les rouges, les jaunes avec les jaunes, etc. Voilà, l'index, il est vraiment non négligeable, je trouve, et vraiment, c'est super pratique. Servez-vous-en. Si je vous parlais maintenant de 2-3 autres raccourcis clavier que j'utilise aussi au quotidien quand je monte. Déjà, lorsque je vais importer des éléments, si je réouvre ma bibliothèque, si par exemple, je voulais importer, allez, on va dire, cet élément-là, au lieu de devoir le sélectionner, le glisser et bien l'importer, là, juste ici, de le relâcher, pour aller beaucoup plus vite, il y a le raccourci clavier W qui vient l'importer directement dans votre timeline. Vous avez juste ici d'autres méthodes d'importer si vous voulez l'importer au-dessus, si vous voulez l'importer à la place. Moi, en général, soit j'utilise le raccourci clavier W pour l'importer, soit je viens directement sélectionner un plan et lui faire un drag and drop, par exemple, au-dessus, ou comme je vous ai dit, ça peut être à la place. Si je veux le mettre à la place de celui-ci, je relâche. Et là, il va me le proposer de le remplacer ou même d'autres types de remplacements. Tout à l'heure, je vous ai montré le raccourci clavier pour isoler un élément. Comme je vous l'ai dit, ça va être option S. Mais à l'inverse, j'aurais pu aussi le désactiver avec le raccourci clavier W. Vous voyez, il s'est grisé. Et du coup, cette fois-ci, quand je fais play, il n'est pas joué. Ça peut très bien être pour un élément sonore, mais là, ça peut aussi très bien marcher pour une vidéo. Si je prends un autre exemple, si je viens par exemple superposer ce plan sur l'autre, on va avoir le plan de Chicago qui va être par-dessus le premier plan, donc c'est celui-ci qui va apparaître puisque, comme je vous l'ai dit, ça fonctionne comme des calques. Plus vous êtes en haut dans la timeline et plus vous allez apparaître. Et vu que je suis à 100% en termes de taille, c'est lui qui apparaît. Si je dézoome l'échelle, hop, on voit bien qu'en dessous, on a le plan qui est ici. Mais justement, si je veux désactiver le plan qui est en dessous, je peux faire V et vous voyez qu'il n'y a plus que le plan de Chicago qui est ici qui va apparaître. Et un autre raccourci clavier que j'aime vraiment beaucoup, ça va être pour travailler image par image. Si vous voulez par exemple ici supprimer la fin de ce rush là qui fait 3 secondes et que vous voulez qu'il fasse 5 images par exemple de moins, on peut très bien cliquer au bout, vous faites un clic ici, là vous voyez on a le crochet orange et vous allez pouvoir utiliser les raccourcis clavier virgule ou point virgule pour vous déplacer vers la gauche ou la droite, enfin pour cutter sur la gauche ou sur la droite selon comment vous voulez allonger ou raccourcir votre plan image par image. Ce raccourci il marche aussi lorsque vous voulez par exemple élaguer ce plan. Si on appuie sur la touche T comme tout à l'heure, on clique une fois dessus et là on va pouvoir élaguer image par image, encore une fois avec virgule ou point virgule. Et enfin un raccourci que j'utilise vraiment tout le temps, dont j'ai pas pris l'habitude dès le début de m'en servir, c'est pour placer le début et la fin d'un plan, c'est un peu le entrée-sortie. Par exemple, pour dérusher, ça peut être très pratique. Au lieu de venir ici, choisir la petite section qui vous intéresse, mais vous n'êtes pas très précis, admettons comme ça, je vais plutôt prendre mon plan en entier et me servir des raccourcis clavier. Option accent circonflexe qui vont me couper toute la partie que j'avais ici à gauche et donc placer mon point d'entrée ici. Et pour placer mon point de sortie, option $. À ce moment-là, ça coupe la fin de la vidéo. Alors honnêtement, je trouve pas ces raccourcis clavier là très pratiques. Du coup, je les ai réassociés à un autre raccourci clavier. Pour les changer, vous pouvez faire option commande K. Ici, ça vous ouvre l'ensemble de l'éditeur de commandes. C'est ici que vous avez tous vos raccourcis clavier. Alors toutes les actions n'ont pas de raccourcis, mais vous pouvez justement en ajouter des nouvelles. Vous pouvez retrouver ici toutes les catégories de raccourcis que vous pouvez avoir. Et dans le montage, ici je retrouve élaguer la fin ou élaguer le début. C'est vraiment ces deux raccourcis que j'utilise tout le temps. On peut les réassocier. Si je refais un nouveau raccourci, moi je préfère utiliser commande 1. Là ici, il me dit que ce raccourci est déjà attribué à une autre fonctionnalité, mais je peux le réattribuer en cliquant sur réattribuer. Sachez que vous pouvez vous créer vos propres raccourcis clavier. Moi personnellement, j'ai les miens juste ici. Et donc, j'ai mon élaguer la fin et élaguer le début avec commande 1 et commande 2, enfin, et les perluettes, mais ça correspond aux touches numériques 1 et 2. Mais en gros, c'est comme ça que moi, j'ai l'habitude d'élaguer mes plans. C'est beaucoup plus rapide. Au lieu de venir prendre un plan, le raccourcir de cette manière-là et de pas forcément être très précis, je place ma souris exactement là où je veux que ça commence et je fais commande 1. S'il y a un raccourci que j'utilise tout le temps, c'est celui-ci. J'utilise pas le cut classique qui pourrait être commande B, celui que je vous ai montré tout à l'heure avec le petit ciseau. D'ailleurs, si vous voulez supprimer le cut que vous venez de faire, vous pouvez cliquer dessus et faire supprimer. Parlons un peu maintenant de l'inspecteur. L'inspecteur, ça va être du coup la fenêtre que vous avez en haut à droite. Vous pouvez déjà l'afficher en plein écran si vous double-cliquez ici sur la barre. Hop, voilà, on l'aura sur toute la fenêtre de droite. À savoir, c'est que l'inspecteur va correspondre à l'endroit où votre curseur est placé.
ou pour être vraiment sûr, et c'est comme ça que je fais en général, le sélectionner et là vous êtes sûr que vous allez travailler sur le rush qui est sélectionné en question. En général, je sélectionne un plan et je viens appuyer sur mes flèches, par exemple la flèche de droite, pour venir replacer mon curseur. Je sélectionne et j'appuie sur la flèche, comme ça je suis sûr de bien travailler sur ce plan-là. Là pour le coup, je vais me mettre ici dans ma timeline et je vais travailler du coup avec ce plan-là, au-dessus de ce plan-là. On va retrouver en premier lieu dans l'inspecteur le mode de fusion. Ça va être pour travailler le compositing. Le mode de fusion, ça va être la manière dont votre rush, votre média, va être affiché par rapport à ce qu'il y a en dessous. Donc là, en l'occurrence, je me suis mis sur un autre plan qui est un coucher de soleil très sympathique. Si je viens changer, par exemple, pour le mode superposition, celui-ci va être fusionné avec du coup mon plan de coucher de soleil. Vous avez ici tout un tas de modes. Je vais pas aller plus loin dans cette vidéo, mais globalement, c'est la manière dont votre plan va se fusionner par rapport à un autre. Ça va jouer avec la couleur et la luminosité de celui-ci. Vous avez plein de modes. De manière générale, moi, à chaque fois, j'essaye celui qui va le mieux si je compte me servir de ce mode de fusion. Si j'utilise différence, ça peut être très sympa d'ailleurs. Ça fait une espèce d'effet de négatif. C'est assez joli. Pour revenir, on a sinon le normal qui ne fusionne rien du tout. Juste en dessous, on a l'opacité classique. Voilà. Et ensuite, on arrive aux trois gros types d'outils. L'outil de transformation, l'outil de recadrage et l'outil de distorsion. Par défaut, ils sont peut-être masqués, mais vous pouvez les afficher du coup de cette manière-là. Comme nous indique l'outil de transformation, on va pouvoir changer et la position, la rotation et l'échelle globalement de celui-ci, donc de ce plan là ici en question. Si par exemple je joue sur l'axe X ici, je peux ou rentrer une valeur, par exemple 100 pixels, et il va me déplacer mon rush, mon média vers la droite, 200 pixels quoi, 200 pixels. Ici, on a la valeur Y sur l'axe vertical cette fois-ci, on va déplacer ce média. Là, vous ne voyez plus ma souris, c'est tout simplement parce que vous pouvez changer la valeur en cliquant ou glissant. C'est, je trouve, beaucoup plus pratique, vous pouvez être beaucoup plus précis de cette manière. Ici, on a la rotation et ici, on a l'échelle. Par défaut, elle est à 100%. Je vais ignorer ce qu'est l'ancrage, mais par contre, sachez que vous pouvez transformer votre média directement dans l'inspecteur avec cette petite icône ici. Si je clique, vous avez ici plusieurs outils pour pouvoir le transformer directement de cette manière-là. Ça peut être pratique aussi. On retrouve exactement le même outil juste ici en bas à gauche. Ici, vous voyez, on a transformé. Si je passe sur recadrer, on va cette fois-ci sélectionner cet outil-là de recadrage. Et comme celui-ci l'indique, on va déjà pouvoir le recadrer de cette manière. Là, je coupe la gauche, là, je coupe la droite, etc. Je vais réinitialiser la transformation ici avec la petite flèche qui apparaît quand je mets ma souris. Je clique et je vais réinitialiser le paramètre. Comme ça, on retrouve son emplacement initial. Et donc là, je peux jouer avec le recadrage. Je peux le faire directement du coup ici. Si par exemple, je veux couper juste ici au milieu, enfin recadrer, que ça touche pile la ligne, je peux parce qu'on a le magnétisme qui vient se placer directement aux endroits stratégiques. Voilà. Et là, de cette manière, j'ai recadré mon plan que sur la zone gauche. Je peux réinitialiser juste ici et je peux utiliser l'autre méthode de recadrage qui est peut-être plus traditionnelle, celle-ci. Vous venez recadrer la zone qui vous intéresse. Vous appuyez sur terminer et là on a recadré pour afficher cette zone là. En général, moi je ne recadre pas de cette manière, je trouve pas ça très pratique. Après il faut revenir là et vous déplacer, refaire terminer. Moi j'ai plus l'habitude de ne pas toucher au recadrage mais de venir ici zoomer comme bon me semble et de me déplacer de cette manière là, plus en haut, plus en bas, comme je le veux. Je trouve ça plus pratique personnellement. Je peux même cliquer ici sur cet outil là et voir directement là où je veux recadrer mon plan et faire terminer. Voilà, encore une fois, on réinitialise. Et ensuite, on a la distorsion. Justement, je vais changer la taille de mon affichage. Ici, vous pouvez diminuer votre aperçu. Et si je clique sur distorsion, le petit icône, je vais pouvoir justement étirer par exemple mon plan. Donc ça va créer de la distorsion. Ça peut être pratique dans certains points. Si je veux par exemple afficher un élément sur un mur qui n'est pas pile en face de la caméra, vous allez pouvoir lui appliquer une petite distorsion. Vous pouvez aussi jouer avec les valeurs directement juste ici. Voilà pour la distorsion. Je vais réinitialiser encore une fois tout. Ensuite, on a la stabilisation. Je vais travailler sur un autre plan pour ça. Comme vous le voyez ici, j'ai un plan qui n'est pas stabilisé et qui est assez mouvementé, dirons-nous. Sachez qu'avec Final Cut, comme avec la majorité des logiciels de montage, vous pouvez stabiliser un plan. Ici, si je clique sur la stabilisation, Final Cut va m'analyser le plan et puis me le stabiliser. C'est très pratique. Si maintenant je refais play, vous voyez que le plan est beaucoup plus stable que ce qu'il ne l'était au début.
Ça peut être très pratique pour corriger lorsque vous avez des petits mouvements. Attention, là pour le coup ça marche bien parce qu'on était sur un mouvement assez droit, mais dès que vous tournez en même temps, enfin si dans votre plan ça bouge, ça tourne, ça va vite créer de la distorsion et ça va pas du tout être naturel. Donc à vous de jauger si vous trouvez ça correct ou pas. Le mieux c'est toujours d'avoir un plan stable dès le début forcément. Mais voilà, cette option elle est là. Vous pouvez même augmenter la puissance de la stabilisation. Là on a vraiment l'impression que le plan est très stable. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il ne l'était au début. Et sur un autre plan, si par exemple je prends ce plan ici, je vais même avoir une autre option. Si par exemple je clique sur stabilisation, donc voilà, Final Cut me l'a analysé. On a encore des micro-mouvements, mais globalement il a un peu lissé ces mouvements justement. Mais ici on a une option en plus que j'avais pas tout à l'heure parce que ça bougeait quand même trop. On a le mode tripod que je peux activer. Si je l'active, on aura l'impression que le plan est entièrement stable, qu'il a été filmé sur un trépied justement. Vous voyez que là, le plan ne bouge plus du tout. Voilà, c'est pour la stabilisation. À savoir, c'est qu'on a plusieurs modes de stabilisation, on en a deux. À des fois, l'un fonctionne mieux, à des fois, c'est l'autre. C'est Final Cut qui analyse et qui vous conseille, qui vous met par défaut celui qui fonctionne le mieux. Je vais pas m'attarder sur les quelques réglages en dessous. On a vu globalement le principal juste ici dans l'inspecteur. Je peux d'ailleurs replier un peu ma fenêtre en double-cliquant ici sur la barre. Laissez-moi maintenant vous parler des images clés ou keyframe en anglais. Je vais me placer avec cet élément, ce petit carré que j'ai été justement chercher dans mes générateurs juste ici. On a des éléments comme la forme et ici j'ai pu sélectionner le carré. J'aurais pu choisir un rond. Ça fonctionnerait aussi, mais ce sera plus facile pour vous de comprendre avec un carré. Les points clés, ça va être les petits carrés qu'on a juste ici, enfin les carrés losanges, qu'on va pouvoir activer. Les points clés vous permettent de modifier une valeur dans le temps. Peu importe quel type de valeur, ça peut être par exemple la position de mon carré. Si je viens cliquer ici, lorsque je suis à 1 minute 42 secondes et 17 images, il va avoir cette position-là. Et si je viens me positionner plus loin, par exemple à la fin, hop, avec le magnétisme, on vient directement être collé à la dernière image, mais même un peu trop, il nous met par défaut à l'image juste après. Donc je vais appuyer sur la flèche de gauche pour être sûr d'être sur la dernière image de ce plan-là. Et je vais pouvoir changer la position, par exemple, le faire aller vers la droite. Et à ce moment-là, mon petit carré va passer jaune. C'est parce qu'il vient de me créer un nouveau point clé. On avait le premier avec la flèche qui était ici au centre. Et quand j'appuie sur la flèche de droite, il m'emmène au deuxième point clé où le carré était à droite. Et du coup, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet de créer une transformation sur l'axe X, tout simplement. Les points clés, ça vous sert à ça, à modifier une valeur dans le temps. J'aurais pu aussi modifier la rotation, l'échelle, aller plus loin, par exemple ici, faire en sorte qu'ici il soit plus gros, qu'il tourne aussi en même temps, et ça va modifier ces valeurs dans le temps. Vous pouvez d'ailleurs aussi afficher ces points clés en faisant CTRL V. Ici, vous avez un petit visualiseur qui vous montre où sont ces points clés. Ici, dans la partie de transformation, on voit ici qu'on a des points clés et également un autre ici. Alors, c'est très nul Final Cut pour le coup pour changer un peu ces courbes. On n'a pas d'ailleurs de courbes, on a juste des points. Là, ici, j'ai sélectionné position et j'ai bien mon point clé ici que je peux ramener par exemple ici sur la gauche. Il va du coup se déplacer beaucoup plus rapidement et finir sa course juste ici. Mais la rotation, elle finit juste ici. Je peux d'ailleurs aller modifier juste la rotation, sélectionner rotation et là maintenant jouer sur la rotation. Voilà, c'est le petit outil d'animation vidéo, mais honnêtement, Final Cut n'est pas un très bon outil pour faire de l'animation graphique. Donc voilà pour les points clés, et sachez que vous pouvez les utiliser dans tout un tas de paramètres. Ça peut très bien être pour une correction de colorimétrie. Par exemple, ici, on a le petit carré, je peux l'activer ici, aller plus loin dans mon plan et mettre d'autres valeurs. Hop, ça va nous créer une variation de la teinte, là en l'occurrence. Ça marche également pour le son. Si vous voulez modifier le gain, le volume de votre son dans le temps, ça marche. C'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure avec l'outil R qui va nous permettre de faire une plage de sélection. Quand j'ai glissé de cette manière-là et que j'ai diminué le volume, hop, on a eu deux petits carrés ici et deux petits carrés ici. Ce sont des points clés qui font que le volume passe de 0 décibels à ici en l'occurrence moins 46. On peut d'ailleurs les déplacer directement juste ici. Ça peut être très pratique. Parlons maintenant de la vitesse. Je l'ai évoqué un peu tout à l'heure. On va pouvoir modifier la vitesse et ça peut être très pratique dans un montage. Si par exemple je voulais ralentir ce plan. Vous avez plusieurs méthodes. Vous avez déjà du coup la petite roue juste ici de vitesse, le compteur de vitesse. Si vous cliquez dessus, vous avez plusieurs options, notamment des pré-réglages de ralenti pour avoir un plan lent, par exemple à 50%. Il sera
2 fois plus lent que la vitesse normale. Étant donné que j'avais filmé, comme on peut le voir, en 60 images par seconde, ça nous fait un plan assez fluide, en 30 images par seconde, qui va être ici adapté même à 25 images par seconde. Je peux revenir pour sélectionner plutôt quelque chose de rapide, par exemple en x4, ça va passer à 400%. Comme vous le voyez, on a une petite bande de couleur juste au-dessus. Si elle est violette, ça nous dit que le plan a été accéléré, alors que, comme tout à l'heure, elle était plutôt lente, et à ce moment-là, elle va être orange. Lent, c'est orange, rapide, c'est violet, et si ici je viens sélectionner la vitesse normale à 100%, la vitesse par défaut, on est sur une couleur verte. Je peux aussi créer un arrêt sur image. Si je fais Maj H, ici ça va maintenir à 0% cette section de la vidéo, que je peux ici avec les petits traits allonger ou raccourcir, comme bon me semble. D'ailleurs, avec ces petits traits-là, on peut aussi facilement accélérer ou ralentir une vidéo. Là, je la ralentis à 65%, mais j'aurais pu l'accélérer à 200%. Je vais pouvoir ici venir réinitialiser cette vitesse-là pour qu'elle redevienne normale. Le raccourci clavier pour initialiser, c'est Option Commande R. Et aussi ici, je vais pouvoir par exemple inverser le plan pour qu'il se joue en marche arrière, en sens inverse. Là, on voit d'ailleurs qu'il y a des petites flèches vers la gauche. Ça veut dire que le plan est inversé. Et on a aussi la possibilité de créer des rampes de vitesse, des rampes de vélocité qui vont nous permettre de modifier la vitesse en temps réel dans la vidéo. Par exemple, ici, je suis donc à moins 100% en marche arrière. Bon, je vais la remettre en marche avant peut-être. On va réinitialiser la vitesse. Et par exemple, si je fais Maj B, je vais créer deux sections de vitesse. La première qui est ici à 100% et une autre qui est pour l'instant à 100%, mais je peux par exemple l'accélérer. Ainsi, je vais passer de 100% à 879%, donc on va l'accélérer. Voilà. Je la réinitialise, option commande R, et je peux aussi, par exemple, créer trois sections. Je fais Maj B ici, Maj B ici. Ici, je vais avoir 100% que je vais accélérer à x8, 800%. Pareil sur la fin, x8. Et ici, par contre, je vais la ralentir à 50%. Ainsi, on arrive vite, ça ralentit et ça repart vite. On n'a pas trop le temps de voir. Je vais pouvoir modifier l'emplacement où j'ai mis ces petits points. Je vais double-cliquer sur la petite barre, cliquer sur édition et les rapprocher. Pareil ici, je double-clique édition et je rapproche. Alors peut-être pas trop. Voilà, ici, on aura un accéléré, un ralenti et un réaccéléré. Voilà, c'est les rampes de vitesse. En gris, ça va être la petite transition pour que ce soit fluide entre le ralenti et l'accéléré. Et on peut d'ailleurs désactiver ces transitions. Si je redouble-clique sur les petites barres, je désactive transition vitesse, pareil ici. Et là, on va être rapide, lent, rapide. Voilà. Et enfin, un dernier paramètre que je veux vous montrer, c'est le ralentissement automatique qu'on a juste ici, vitesse automatique, pardon, qui va permettre d'adapter l'affichage de vos images. Si vous avez filmé en 60 images, il va les adapter à 25 images pour faire du ralenti, par exemple, au maximum. Ici, vu que j'avais filmé en 60 fps, mais que ma timeline est à 25, on peut faire encore un meilleur ralenti que 50%. Si je fais vitesse automatique, on va même passer à un ralenti de 42%, étant donné que ma timeline est en 25. C'est inférieur à 30 images par seconde, qui était 50%. Donc voilà, vitesse automatique, ça va vraiment adapter la vitesse d'enregistrement de vos plans par rapport à votre timeline. Très pratique, moi j'ai même créé un raccourci clavier pour cette vitesse automatique. J'ai mis commande S. Maintenant, à chaque plan qui est, par exemple, en l'occurrence à 60 fps, si je fais commande S, je passe à mon meilleur ralenti possible. Bon, là, en l'occurrence, c'est un peu calme. Laissez-moi maintenant vous parler un peu des titres, des générateurs, des effets, des transitions. Comme je vous ai dit, on les a juste ici à gauche pour les titres et les générateurs. On a du coup pas mal de titres déjà intégrés dans Final Cut. Alors attendez, je vais masquer l'inspecteur pour faire un peu plus de place. Si je fais défiler, vous voyez qu'on a pas mal d'éléments. On a des choses un peu kitsch à des fois, même un peu trop kitsch, je trouve, parce que en effet, je trouve que Final Cut a un peu vieilli sur ce point-là, c'est qu'il propose encore des éléments de titres un peu kitsch, qui font un peu PowerPoint, comme des trucs un peu comme ça. J'ai jamais vraiment été fan des titres par défaut dans Final Cut, je les trouve un peu trop vieillots. C'est pourquoi j'ai créé mes propres titres. Sachez qu'on peut créer et ajouter sur Final Cut des plugins. Des plugins, ça va être des extensions logicielles, des templates
qu'on peut directement créer en tant que créateur. Ça se crée avec un autre logiciel qui s'appelle Apple Motion en l'occurrence pour Final Cut. Comme je lui dis, il y a les titres, mais on peut faire des effets, des transitions et des générateurs. Et justement, c'est ce que j'ai fait personnellement. J'ai créé des titres. J'ai ici CA Titles que je propose, que je mets à disposition sur mon site internet corentinboulin.shop. J'ai créé plein de visuels, en tout cas pour les titres, assez sympas, avec des animations assez stylées, assez colorées, des choses qu'on ne verra jamais de base dans Final Cut et qui sont pourtant possibles à faire avec Apple Motion. Je peux justement directement les glisser dans ma timeline et ici voilà, j'ai un titre personnalisé. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y faire un tour, je mets le lien en description. Et moi, je vais quand même vous montrer le titre personnalisé qui est le titre un peu par défaut qu'on a ici dans Entrée-Sortie. Voilà ici, personnalisé, c'est un peu le titre nu par défaut. Si je le glisse ici dans ma timeline, à savoir les titres, ils apparaissent en violet, et que j'affiche à nouveau l'inspecteur, ici dans la deuxième catégorie, on va pouvoir du coup personnaliser notre texte. Déjà le titre, là ici, Boston, on va pouvoir du coup personnaliser un peu comme sur un document Word ou autre, la taille, la police d'écriture et tout ça. On peut tout en bas dans la face choisir la couleur. Si on met afficher, on change ici la couleur, par exemple pour du rouge. Et on va pouvoir replacer l'élément si je place ma souris dessus, là où bon nous semble. À savoir, on peut être plus précis ici dans la position avec les chiffres ici. Et voilà, et du coup ici ça va être un titre vraiment basique, le plus simple possible. On n'a pas de transition, d'arrivée ou de sortie, on n'a aucune animation, rien. Cela dit, avec le titre personnalisé, si je vais dans la catégorie du titre ici, on va avoir 2-3 éléments de personnalisation. On peut par exemple faire en sorte qu'en entrée, il ait une opacité de 0 et donc on aura une petite animation en entrée qui va faire apparaître les lettres une par une avec une opacité à 0. Si je veux que ce soit directement tout le mot, je peux sélectionner mot ici et à ce moment-là, c'est tout le mot qui va apparaître avec une opacité à 0 au début. Enfin bref, vous avez 2-3 éléments de personnalisation, mais par défaut, quand vous l'importez dans la timeline, le titre est vraiment simple. Voilà, donc c'est comme ça que fonctionnent les titres. Ici, j'en ai un justement que j'ai fait, le Light Glitch Title, que je propose. Justement, il est gratuit celui-ci. Et ça nous fait un petit titre de glitch. Ici, on a encore une fois quelques paramètres pour le personnaliser. Mais je reviendrai sur ce titre un peu plus tard. Juste en dessous, comme je vous l'ai dit, on a les générateurs. Donc les arrière-plans, si je vais sur la catégorie unis, on va retrouver juste des couleurs unies. Et justement, on a la couleur personnalisée où vous pouvez l'importer dans la timeline et venir choisir un arrière-plan de la couleur de votre choix. Par exemple, violet. Pareil, on a quelques textures. Encore une fois, c'est assez limité. Final Cut n'a pas énormément d'options. On a quelques objets, des petits éléments graphiques animés. Pourquoi pas? Quelques ici éléments. Tout à l'heure, je vous ai montré la forme. On peut montrer aussi un timecode, un compte à rebours avec l'élément de comptage. Et j'ai créé mes propres générateurs, les CA Generators. Et ici, je vais avoir des arrière-plans un peu plus sympas, je trouve, un peu plus colorés, même des trucs un peu plus fous, mais que je trouve vraiment sympas aussi. Enfin bref, ça va être pour les générateurs d'arrière-plan. En bas à droite, on a donc les effets et les transitions. Si je commence par les effets, de la même manière, on retrouve tout un tas de catégories. Vous avez notamment des catégories de flou pour ajouter du flou, le flou gaussien, celui je pense le plus utilisé. Voilà, la vidéo elle devient floue. Donc là, à chaque fois que vous passez sur un effet, ça vous le prévisualise. Si par exemple vous voulez l'appliquer, soit vous le glissez sur l'élément, il s'applique directement, soit, si je fais commande Z, soit vous pouvez double-cliquer directement dessus, il vient s'appliquer directement sur votre rush. Et ici, encore une fois, on a des petits éléments de personnalisation. Et encore une fois, on retrouve d'ailleurs les points clés, les keyframes, pour pouvoir modifier la valeur dans le temps. Voilà, on a pas mal d'effets. Je vous conseille vivement, quand vous démarrez sur un logiciel, notamment sur Final Cut, de le visiter un peu, d'aller voir un peu, ici en l'occurrence, les effets qu'il y a, ou même les titres, pour que vous ayez une idée de ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il y a déjà de base dans un logiciel, notamment dans la catégorie stylisée. Je sais qu'il y a pas mal de choses. Si je descends, je sais qu'on a par exemple l'effet mauvais téléviseur qui vous permet de faire un effet un peu de glitch là comme ça. Vous pouvez encore une fois ici le personnaliser. C'est aussi dans les effets que vous allez pouvoir retrouver l'incrustateur qui va nous permettre de retirer une couleur, ici en l'occurrence le vert. Voilà, ici dans masque et incrustation, on a incrustateur de fond vert. Voilà, si je le sélectionne, il va me retirer le fond vert. Vous avez ici tout un tas d'autres réglages qui vont vous permettre d'affiner votre fond vert pour qu'il soit un peu mieux.
Et ici encore, j'ai mon dossier CA Effect, mes effets que j'ai créés. Par exemple, l'effet de Light Leaks pour faire des petites variations de couleurs comme ça, des petites fuites de couleurs. Ça peut être très sympa. Et enfin, j'arrive aux transitions qu'on a ici à droite. Pareil, vous avez pas mal de transitions, des choses aussi un peu kitsch par défaut d'implémenter dans Final Cut. Encore une fois, ça fait un peu PowerPoint. C'est pourquoi j'ai aussi là encore créé mes propres transitions. À savoir que pour appliquer une transition, vous pouvez sélectionner un plan et alors soit faire commenter pour appliquer une transition. Vous avez souvent ce petit message d'erreur qui dit qu'il faut des données supplémentaires. En gros, mon rush est déjà à la limite, il n'a pas la place de créer une transition, enfin il n'a pas la matière pour créer une nouvelle transition, mais on peut forcer le message en faisant créer une transition et là à ce moment-là il va couper un peu le plan pour pouvoir intégrer une transition. Et je peux ensuite, par exemple, modifier ma transition, en mettre une autre, comme la Dirty Grainy Transition 3, une de mes transitions qui vous permet d'avoir un petit truc un peu avec du grain comme ça, c'est assez sympa. Voilà, on peut aussi modifier la taille de la transition, la raccourcir ou l'agrandir. Là, je peux pas l'agrandir plus parce que justement, on n'a pas assez de matière. Là, je suis au bout, on voit le petit crochet rouge. Il faudrait que je diminue le temps de mon rush et ici, je vais pouvoir l'allonger. Voilà. Donc voilà, on a aussi forcément la transition du fondu, le fondu enchaîné. Si je l'applique, ça me fait un simple fondu. Et comme pour les effets ou les titres ou même les générateurs, quand vous cliquez sur l'élément en question, donc ma transition, vous avez ici les paramètres pour pouvoir ici personnaliser la transition. Comme je vous l'ai dit, j'avais fait un petit montage de démo où j'ai justement utilisé un peu de la retouche couleur, mais surtout des transitions et des effets. Je vous propose de regarder ça ensemble, ça dure juste une vingtaine de secondes. Et sachez que vous pouvez prévisualiser en plein écran en cliquant sur les flèches juste ici ou directement avec le raccourci clavier Maj Command F. Donc voilà pour tout ce qui était des titres, générateurs, etc. Si maintenant on parle un peu de colorimétrie. La colorimétrie c'est vraiment une grosse étape, une étape importante dans le montage. Je vais pas aller très loin dans ce tuto, mais je peux déjà vous montrer quelques bases. Je vais me mettre en l'occurrence sur ce plan-ci que j'ai ici pour vous montrer un peu comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc la colorimétrie, ça va être le deuxième petit icône juste ici. Je vais ouvrir encore une fois en grand. Je vais aussi fermer mes autres fenêtres. Et par défaut, vous allez avoir du coup cet outil de réglage de couleur, ce réglage d'étalonnage que je ne trouve pas forcément très pratique. Globalement, vous avez 4 points. Ils correspondent à vos teintes. Alors en noir, les teintes sombres de vos plans, en gris clair, les teintes moyennes et puis en blanc, les teintes claires, en l'occurrence par exemple le soleil ou la neige. Et le master, le point général qui va tout faire varier d'un coup. Si par exemple je donnais une teinte vers les roses, des teintes claires, les teintes du coup qu'on a avec le rond blanc, je vais pouvoir déplacer le rond blanc vers du rose-violet et à ce moment-là, mes teintes claires vont tendre vers quelque chose voilà, d'un peu rose-violet. À l'inverse, si je prends les teintes sombres, plutôt donc ce qu'on a dans les arbres, je peux les amener vers du vert par exemple. Voilà globalement comment ça marche. Là, je fais quelque chose d'absolument moche, mais c'est simplement pour que vous compreniez la logique de cet outil. Donc ça, c'était sur la première page de couleur. Je peux le réinitialiser. Et ici, on a ce qui est de la saturation. De la même manière, on retrouve nos 4 points. Si je veux donner plus de saturation, par exemple, dans les teintes sombres, donc vers mes sapins, je peux l'augmenter. Et ici, mes sapins deviennent davantage verts. On voit aussi, par exemple, les ombres, elles sont devenues vachement plus bleues tout d'un coup. Je peux à l'inverse les couper et plutôt donner de la saturation sur mes teintes moyennes et mes teintes claires. Là, c'est davantage le ciel et la neige qui ressortent. Je réinitialise avec la petite flèche et cette fois-ci, on a l'exposition où de la même manière, on va éclaircir selon la zone de l'image qu'on souhaite. Attention, on peut vite faire un truc de décontrasté. On va plutôt faire l'inverse. Voilà, là, c'est quelque chose de très contrasté. Vous pouvez d'ailleurs activer ou désactiver ce réglage d'étalonnage juste ici. Et vous le retrouvez aussi dans votre page d'inspecteur juste au début. On a les effets avec notre réglage de couleur ici. Je vais le supprimer en le sélectionnant et cliquant sur supprimer. Et je vais vous montrer plutôt un autre outil qui je trouvais davantage pratique, les roues des couleurs. C'est vraiment celui-ci que j'utilise le plus souvent. C'est celui qui me semble le plus clair.
On a 4 roues. Encore une fois, elles vont correspondre aux ombres, aux tons intermédiaires et aux autres lumières de mon image. Donc c'est les mêmes points qu'on a vu tout à l'heure et un point global. Et on va pouvoir un peu de la même manière choisir les teintes selon la partie de l'image. Donc par exemple dans les ombres, si je refais ce que j'ai fait tout à l'heure, on peut teindre vers le vert. Mais ce qui est bien avec ces roues des couleurs, c'est qu'on a tout d'un coup. On peut également y modifier l'exposition avec la petite flèche de droite. Si j'augmente l'exposition des ombres, nos sapins vont devenir plus clairs. Et la saturation avec la flèche de gauche. Par exemple, juste ici, voilà, nos arbres deviennent très saturés. Et on peut réinitialiser chaque partie en double-cliquant, en l'occurrence ici sur la flèche. Si je double-clique, ça revient à 0. Ici pour la teinte, ça revient à 0. Voilà, donc ça fonctionne de la même manière, mais tout est directement sur une seule page. Et je trouve ça plus parlant si par exemple je veux, mon plan là par exemple, il est trop violet. Et si je veux dans les tons intermédiaires annuler ce violet, je peux aller à l'opposé et aller vers le vert, qui est à l'opposé du violet. Et là, je retrouve quelque chose d'un peu plus normal, bien que nos autres lumières soient encore un peu violet. Là, la neige, elle est un peu violette. Voilà en gros comment ça marche. Et on a également la température ici. Si on veut quelque chose de plus chaud ou bien de plus froid, on peut le faire de cette manière. Encore une fois, je réinitialise à chaque fois avec la petite flèche en haut à droite, réinitialiser le paramètre. On a encore d'autres outils. Je vais vous en présenter un dernier, celui de la courbe de teinte et de saturation. Je vais d'ailleurs me mettre sur un autre rush pour celui-ci. Je vais me mettre là ici, vous voyez ma tête et une pote aux États-Unis. Si j'applique la courbe teinte de saturation sur celle-ci, je vais avoir 3 courbes principales, la courbe de la teinte, la courbe de la saturation et la courbe de la luminosité. C'est un peu les mêmes paramètres qu'on a vu avant, mais ici on va pouvoir utiliser la pipette pour pouvoir modifier une teinte précise. Par exemple, si je veux que le ciel soit un peu plus vert, admettons, je vais pouvoir le sélectionner. On va directement afficher les teintes bleues et en cliquant sur le petit point au milieu, je vais pouvoir tendre ou vers le vert en allant vers le haut ou vers une autre couleur si je tends ailleurs. Par exemple, vers le bas, là ça devient violet ou rose. C'est pas forcément beau, mais pour vous montrer, voilà comment ça marche. Donc admettons un peu plus vert, on va faire ça. La deuxième courbe, comme je vous l'ai dit, elle va faire varier la saturation. Ici, j'augmente la saturation du bleu. Et ici, on a ensuite la courbe de la luminosité. Attention avec cette courbe-là, on peut vite créer quelque chose de pas joli. Si on a des fichiers de basse qualité, là on voit qu'on va créer des petits parasites qui sont pas jolis. Là on voit les nuages, ils sont devenus bizarres. Donc à toucher avec modération cette troisième courbe. Et donc ça marche pour tout. Là par exemple, j'ai pris un petit coup de soleil. Si je vais toucher la courbe de la saturation, je sélectionne les teintes rouges, je peux diminuer justement les rouges pour ne pas que ça fasse trop coup de soleil. Voilà en gros du coup comment ça marche. C'était la courbe de teinte et de saturation. Je vais la supprimer en faisant supprimer l'effet d'étalonnage. Et je vais vous montrer un outil aussi beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à comprendre parce que c'est un peu l'outil de retouche photo qu'on a par défaut sur l'iPhone par exemple. Ça va être l'ajustement des couleurs. Si je clique dessus, on va avoir simplement des petits réglages d'exposition, de contraste, de luminosité, etc. Comme je vous l'ai dit, un peu comme sur l'application photo, on peut augmenter le contraste de cette manière-là, augmenter la saturation. Voilà, c'est peut-être un peu plus parlant quand vous débutez d'utiliser plutôt ces réglages-là. À savoir, c'est qu'on peut aussi utiliser l'intelligence artificielle pour nous faire une correction automatique. Là, si je fais un avant-après, voilà ce qu'elle m'a proposé. Quelque chose de plus contrasté, mais peut-être un peu trop sombre à mon goût. Et maintenant, si vous voulez aller un peu plus loin dans ce qui est l'étalonnage, sachez que vous avez des outils de scope, ce qu'on appelle les outils de scope, les instruments vidéo qu'on peut afficher juste ici, instruments vidéo, et ils vont vous permettre de vous aider, de vous accompagner à faire votre colorimétrie. Bon là, je vais supprimer du coup ce réglage-là. Et comme vous le voyez, ici on a un graphique. Alors, pas forcément celui que j'ai le plus utilisé parce qu'on va voir qu'on a plusieurs graphiques. Si je sélectionne ici le petit icône, on va pouvoir choisir différents outils. Personnellement, celui que j'utilise le plus, ça va être l'oscilloscope de luminescence. J'aurais pu choisir d'ailleurs un autre canal, par exemple les rouges de mon image, j'aurais pu. Cet outil-là, il va vous permettre de vous montrer à quel point votre image est lumineuse selon chaque endroit de votre image. Ici, par exemple, on voit qu'on a une petite courbe, elle va correspondre au ciel. Si je viens retoucher avec mes roues des couleurs et que je monte mes autres lumières, donc le ciel qui est assez lumineux, on voit que le graphique va monter. Dès qu'il atteint 100, c'est que l'image est blanche. Là, en effet, on voit que les images ici, ils sont plutôt blancs, ils sont quasiment cramés. Forcément, si on pousse le réglage encore plus loin, ici, tout est cramé. À l'inverse, en bas,
on a les ombres et si on descend en dessous de 0, cette fois-ci, on perd du détail dans le noir. Bon, là, il n'y a pas besoin de graphique pour se rendre compte que l'image n'est pas jolie, mais pour que vous compreniez comment fonctionnent les graphiques, ils fonctionnent comme ça. Et le graphique nous montre vraiment selon chaque bande de l'image où en est la luminosité. Pour que ce soit bien clair, si je recadre par exemple sur la gauche, hop, ici mon graphique, il va ne plus avoir de valeur sur la gauche parce que c'est noir. Si j'y ajoute un arrière-plan avec option commande W, que je le mets juste derrière et que je mets un arrière-plan de couleur, déjà si je monte la luminosité, vous voyez que là la courbe elle va monter. Même si j'y mets une couleur, il va s'adapter selon la couleur. Si je pousse encore plus la luminosité de cet arrière-plan, la courbe va monter puisque notre outil de scope va vraiment s'adapter par rapport à tout ce qui est affiché à l'écran. Si j'y affiche le titre que j'avais ici et que je le place là ici, on voit ici que le titre qui est blanc va apparaître ici dans notre visualiseur. On a aussi un outil de vector scope qui nous montre dans quelle teinte notre image tend le plus et ça nous permet par exemple d'adapter la couleur de peau, la teinte de la couleur de peau. Si ici je viens recadrer uniquement sur mon visage ou admettons mon cou, qui est d'ailleurs un peu rouge, on peut voir que la teinte, elle tend vers cette barre qui est tout simplement un indicateur de teinte de peau. Donc là en l'occurrence, ma peau est à peu près sur la ligne, je vais zoomer un peu, elle est à peu près sur la ligne mais pas exactement. Je vais pouvoir utiliser du coup l'outil de courbe de teinte saturation. On va modifier la teinte avec la première courbe. Donc je vais sélectionner ici la couleur de la peau. Et ici, si je bouge la courbe, vous voyez, ça fait tourner un peu où est la couleur. Et si je la mets un peu plus sur la ligne, voilà, ici j'ai diminué le rouge, on est vachement plus sur la ligne. Donc là, je vais enlever mon réglage de recadrage. Et là, on voit que ma teinte de peau est à nouveau plus naturelle, comparée à avant où elle était un peu trop rouge. Bref, je vais pas aller plus loin dans les outils de scope. Là, ça devient vraiment de la colorimétrie avancée, mais sachez qu'on les a sur Final Cut. Si ça vous parle, on peut aussi utiliser des LUT, des LUT sur Final Cut Pro, des lookup tables. On a deux types de LUT, ou bien les LUT qui vont corriger un plan qui a été filmé en log, pour ceux à qui ça parle, vous comprenez ce que je veux dire, ou bien des LUT plutôt créatives qui apportent un style, une ambiance à vos images. Là, dans mon montage, j'avais justement utilisé une LUT, je vais l'enlever et vous montrer comment en ajouter. Pour ce faire, j'ai utilisé un adjustment layer, c'est un espèce de calque, une bande que je place au-dessus comme un titre qui ne fait absolument rien. Si je la désactive, elle est vide, mais je vais pouvoir lui appliquer des effets pour modifier tout ce qu'il y a en dessous de ce calque. Ça fonctionne un peu comme une pochette qui est de base transparente et que vous venez y placer des choses à l'intérieur. Si vous y placez une pochette transparente rouge par-dessus, eh bien tout ce qu'il y a à l'intérieur va devenir rouge. Des calques comme ça qu'on appelle adjustment layer, il n'y en a pas de base dans Final Cut Pro, mais je les mets à disposition sur mon site. Pareil, allez voir si ça vous intéresse. On les retrouve dans les CA titles parce qu'ils fonctionnent comme des titres. Vous voyez, c'est violet. Et on peut ici venir les appliquer. Là, j'avais mis un calque d'une seconde, mais je peux l'allonger de cette manière-là. Hop. Et je vais pouvoir du coup lui appliquer une LUT qu'on retrouve cette fois-ci dans les effets. Ici, je vais du coup aller dans les effets, cliquer sur tous et utiliser la barre de recherche LUT. Voilà, on a la LUT personnalisée. Je vais double-cliquer pour l'appliquer sur mon calque. Et ici, je vais pouvoir venir y choisir une LUT. Vous en aurez probablement 0 si vous n'en avez jamais utilisé. Donc, vous allez pouvoir en choisir directement dans votre Finder. Pour en télécharger, vous en avez aussi sur mon site. Mais libre à vous d'aller en chercher même ailleurs sur Internet. Il y en a plein. Moi, en l'occurrence, j'avais utilisé celle de mon nouveau pack qui arrive très bientôt, la Amber Horizon, qui nous propose voilà, une espèce de filtre assez sympa pour donner voilà, un aspect un peu plus chaleureux à ma vidéo. Alors là, il est vraiment fort. Je vais diminuer un peu son mixage. En général, je dis qu'à 60%, c'est pas mal. Ça dépend vraiment de la lutte. Mais là, ici, ça me convient bien. Ensuite, sur Final Cut, on a aussi des masques. Les masques qui vont nous permettre de masquer, par exemple, une zone de l'image. On va pouvoir créer ou bien un masque sur un titre ou bien créer une transition masque. C'est ce qu'on va voir juste ici. On les retrouve également dans les effets. Dans la section masque et incrustation. On a plusieurs types de masques. On a notamment le masque à vignette qui va nous créer voilà, un effet de vignette. On a le masque de forme. Si je l'applique, on va voilà, avoir un masque qui va prendre cette forme-là. On peut adapter du coup la forme, faire quelque chose de plus arrondi. Agrandir aussi cet élément un peu de transition pour que ça fasse un masque assez adouci. Du coup là, j'ai refait un peu un effet de vignettage. Et tout ce qui est noir n'est en réalité pas noir mais transparent. Si je reviens y placer un élément d'arrière-plan personnalisé, encore une fois le raccourci clavier option commande W, je vais le placer derrière.
Je vais lui donner une couleur. On voit bien que tout ce qui est noir est en fait transparent puisque tout ce qui est derrière devient de la couleur de mon arrière-plan violet. Je peux par exemple placer une vidéo en dessous de celui-ci. Si je place cette vidéo de tout à l'heure, j'ai créé un masque sur mon premier plan et il fait apparaître la vidéo en second plan. Voilà, c'est le masque de forme ici en l'occurrence. On a également un masque de tracé où vous venez faire le tracé qui vous convient. On peut faire un masque de Bézier en restant appuyé sur la souris et en glissant. Voilà, ça nous fait des courbes qu'on peut ensuite personnaliser. C'est le masque de tracé. On peut inverser d'ailleurs le masque si on préfère avoir l'inverse. Et enfin, je vais vous parler du masque gradué, qui est un de mes masques préférés, qui va vous permettre de faire vraiment un dégradé entre l'intérieur d'une zone et l'extérieur de celle-ci. Ça nous permet d'avoir, si on laisse un arrière-plan noir, quelque chose de assez sympa. Si par exemple sur ce plan-là, je veux assombrir le dessous de la montagne, on peut faire ça. Si je le désactive, vous voyez bien que j'ai assombri uniquement la zone inférieure de mon image. Voilà, c'est le masque gradué. Et vous en avez peut-être entendu parler, avec l'arrivée de Final Cut Pro 11, on a maintenant les masques magnétiques. Il va nous permettre de créer un masque sur une forme spécifique. Si par exemple je prends ce plan-là ici et que je veux faire le contour uniquement des buildings qu'on a ici, je vais pouvoir appliquer un masque magnétique. On l'a juste ici, le masque magnétique. On peut le retrouver d'ailleurs aussi ici, dans le petit icône ici au milieu. On a ajouté un masque magnétique, je vais cliquer. Et de cette manière, je vais pouvoir ajouter les éléments qui m'intéressent. Moi ici, les tours, avec la pipette, je vais cliquer sur plus. Ça va me créer un point vert et tous les points verts que je vais créer, ça va être ajouté à mon masque. Donc moi, je veux les tours et il va détecter automatiquement ces formes-là. Hop, et comme vous le voyez, à des fois, il y a des petites erreurs. Donc, pour ajouter des zones que vous ne souhaitez pas dans votre masque, vous pouvez maintenir la touche Option et cliquer. Ça va faire des points rouges cette fois-ci pour montrer les zones que vous ne souhaitez pas. Donc, moi ici, le ciel. Hop, je vais le faire un peu vite, mais ça devrait marcher. Donc, voilà, en vert, les zones que je veux. En rouge, celles que je ne veux pas. On lance l'analyse et il va nous analyser la scène. Voilà, il a fini d'analyser. Je peux faire terminer et maintenant, on a un masque uniquement sur cette partie-là de l'image. Comme vous le voyez, même quand je bouge, le masque va suivre. Donc ça peut être bien pratique. Je l'avais déjà fait. J'ai en haut juste mon masque et en bas le plan que j'avais par défaut. Et bien entre les deux, je vais pouvoir y ajouter un titre. Donc ici, je vais afficher mes titres. Bah justement, je vais utiliser un titre que j'ai sur mon site, par exemple Digital Pulse Styles. Je vais le mettre juste ici au début. Je vais le rogner à la fin. Hop. Et là, comme vous le voyez apparaître, le titre apparaît derrière les tours. Je vais le renommer, on va l'appeler Chicago, au point où on en est. Et je vais peut-être le replacer un peu plus ici, le grossir. Allez, on va dire qu'ici c'est pas mal. Je vais enlever la transition de fin, la build out. Et on a du coup l'animation qui arrive derrière les buildings. C'est ce qu'on appelle les masques ici magnétiques. On peut aussi utiliser ces masques pour faire de la colorimétrie. Si par exemple je reprends mon plan de tout à l'heure, je pourrais très bien ajouter un masque uniquement sur ma tête. Par exemple, je vais reprendre ma roue des couleurs. Je vais, admettons, lui donner un peu plus de contraste, plus de saturation. Si je veux que ce réglage de couleur apparaisse que sur ma tête, je vais pouvoir ici appliquer un masque. Alors, je peux très bien réutiliser un masque de forme, utiliser un masque de couleur ou bien cet outil de masque magnétique où de la même manière, je vais sélectionner ici mon visage. Il le détecte tout seul, je lance l'analyse. Je vais pas aller au bout, je vais m'arrêter là. Je vais faire terminer. Et là, comme vous le voyez, il a fait ce masque uniquement sur ma tête. Alors, c'est pas très parlant, mais si je coupe par exemple la saturation globale, voilà, je suis passé en noir et blanc. Je peux aussi inverser le masque de la même manière avec la petite flèche ici, inversion. Cette fois-ci, tout devient noir et blanc, sauf mon visage. Voilà, les masques magnétiques, ils sont vraiment super cool. Ils sont arrivés récemment en novembre 2024 et ça redonne un peu de couleur à Final Cut Pro. Une autre chose qu'il est possible de faire avec des masques, c'est des transitions. Ici, par exemple, j'ai un plan d'ascenseur. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire apparaître, grâce à ces petits passages dans le noir ici, cette vidéo juste après de Chicago qui est justement en haut d'une tour. Je trouve que ça a un peu de sens. Je vais pouvoir le faire en plaçant du coup ce rush, admettons, en dessous. Sachez qu'en effet, on peut mettre des vidéos en dessous de la bande principale de la timeline. Je vais la laisser là pour le moment. Je vais m'attarder, je pense, sur ce passage-là ici.
où mon écran devient complètement noir. Je vais me placer là où le noir s'enlève. Voilà ici. Je vais appliquer directement un masque du coup de tracé. Donc on a juste ici. Je vais faire un carré, enfin un rectangle à peu près que ça suive la bande. Et ici, je vais aller vers le haut et fermer mon masque. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est l'inverse puisque la vidéo de l'ascenseur, je veux plutôt la partie du bas. Donc je vais cliquer sur inverser, inverser le masque. Je vais dézoomer un peu ici pour pouvoir vraiment avoir le haut. Vous voyez, je pense, où je veux en venir. Je vais ajouter des points clés sur ce masque. On a ici les points de contrôle, c'est les points que je viens de créer. Et je vais appliquer le point clé. Je vais me déplacer avec ma flèche de droite pour voir là où ça se termine. En l'occurrence, ici, mais je vais aller sur une frame avant. Je vais déplacer ces deux points. Ok, ça m'a l'air pas mal. Ça suit à peu près le mouvement. Et je vais remonter plus haut, déplacer. Tac, là on est encore trop haut, je vais le redéplacer. Voilà, ici. Encore un peu plus haut. Et en fait, frame par frame, je vais adapter mon masque pour être sûr qu'il ne prenne pas de dessus sur le mur. Et on a la fin de l'effet juste ici, où je peux descendre totalement en bas. Du coup, là, mon masque recouvre complètement mon rush à Chicago. Et cette fois-ci, ça fonctionne bien. Je vais ajouter simplement un petit peu d'adoucissement pour que le masque ne soit pas trop net. Donc je peux l'ajouter de cette manière-là. Vous voyez, ça fait une légère transition floue. Enfin, ça adoucit tout simplement le masque. Hein. Je vais pas le mettre trop fort, mais je pense que comme ça peut faire l'affaire. Si je zoome, on voit bien que je suis pas trop net. Ça fait quelque chose d'un peu plus naturel. Et voilà, je vais cliquer ici dans le vide pour désactiver le contour du masque. Et là maintenant, on a bien ma transition. Voilà, c'est très fluide, hein, ça marche plutôt bien. C'est exactement ce que je voulais faire. Aussi, laissez-moi vous parler de la notion de tracking. La notion de tracking, elle vous permet de traquer un élément par rapport à une partie de l'image. Si par exemple, je prends ce plan-ci de l'avion, on va pouvoir ajouter un titre qui va suivre l'avion, justement. Là, en l'occurrence, je vais utiliser ce titre-là, le titre de glitch que j'avais déjà préparé tout à l'heure. Je vais le faire durer uniquement sur mon plan et je vais pouvoir lui ajouter un tracking. Pour faire ça, on va retourner dans l'inspecteur et on va aller dans l'outil de transformation. Par défaut, quand je clique ici, on a l'outil de transformation où je peux déplacer mon élément. Moi, c'est pas exactement ça que je vais faire, je vais le réinitialiser. À la place, je vais cliquer sur suivi. Et là, il va me proposer un petit quadrillage. Ça va être la zone que je vais vouloir traquer, donc en l'occurrence mon avion. Je vais me placer ici. Je vais adapter mon quadrillage. Je vais essayer d'être assez précis pour avoir un rendu qui fonctionne bien. Voilà, c'est pas mal. Je lance l'analyse et là, il va me traquer mon avion. Il a fini, je peux faire terminer. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, mon titre va suivre l'avion. Alors là, pour le coup, il le suit un peu tordu. Je vais désactiver la rotation du suivi. Voilà. Et là, il me suit uniquement la position. Voilà, encore une fois, si le titre un peu de glitch comme ça vous intéresse, vous le retrouvez directement sur mon site. C'est le Light Glitch Title. Sur Final Cut, on a aussi d'autres outils qui vont vous aider à faire un montage un peu meilleur. Par exemple, ici, on voit que mon plan il est un peu tordu. Je vais vous le montrer ici en activant l'horizon. On a ici dans les incrustations affiché l'horizon. On a voilà une barre où on voit d'ailleurs que mon plan est penché. C'est un outil qui va voilà nous permettre de améliorer notre plan pour qu'il soit un peu mieux. Là ici, je vais le recentrer et le remettre voilà à l'horizon. C'est quand même mieux qu'avant. Mais en réalité, on n'a pas tant d'outils que ça ici. C'est pourquoi j'en ai créé d'autres aussi dans mes plugins. Dans les CI Titles aussi, tout en bas, on va avoir notamment un outil de grille, la grid. Si je la place ici, on va avoir une grille. Ça peut être aussi pratique si on veut aligner des éléments. Alors, je vais pouvoir zoomer dans ma grille de cette manière-là. Voilà, là j'ai une grille beaucoup plus simplifiée et je vais pouvoir y ajouter, j'en sais rien moi, cet élément-là juste au-dessus et l'adapter pour qu'il soit uniquement de cette zone-là de l'image et ensuite ajouter un autre plan par-dessus, admettons, et cette fois-ci le recadrer
pour faire 2 autres carreaux. Enfin bref, vous avez compris l'idée. On va pouvoir utiliser cette grille de cette manière-là. J'ai aussi un outil de règles, les rulers, que je peux glisser encore une fois comme un titre par-dessus mes éléments. Et là, comme vous le voyez ici, j'ai 2 barres jaunes. Alors attendez, je vais désactiver l'horizon. Voilà. Et ici, on a du coup 2 barres jaunes en plus de ma grille que je vais pouvoir placer comme bon me semble, comme des règles comme sur Photoshop ou Illustrator par exemple. Et aussi dans un montage, il y a une autre partie que j'adore travailler, c'est le sound design, l'habillage sonore d'une vidéo. Je vais repasser sur ma vidéo de Boston pour celle-ci, où j'ai pas mal travaillé le sound design directement sur Final Cut. Comme vous pouvez le voir dans ma timeline, il y a pas mal d'éléments. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Maintenant, si je coupe la musique, voilà qu'est-ce qu'on entend réellement. Plein de petits éléments sonores. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on a en rouge, ça va être mes ambiances sonores. En jaune, c'est ce que j'appelle les SFX, les effets un peu sonores spéciaux. En gros, voilà à quoi ils ressemblent. Globalement, c'est un peu des swoosh, des risers, des trucs un peu comme ça, qui sont assez cool à entendre. Et puis, j'avais du coup ma musique en vert. Pour travailler le sound design, en général, déjà, je monte un peu l'épaisseur de mes éléments. Je mets que déjà les éléments sonores et je néglige un peu la taille de mon visualiseur. Voilà, comme ça, je peux être plus précis pour travailler. Je peux y activer le vumètre aussi pour voir un peu quel est le niveau, quel est mon volume sonore pour voir que je ne sature pas. En général, ici, j'essaye de pas trop dépasser les -6. C'est un peu une norme, notamment sur YouTube, d'être autour de -6 décibels. Si je réactive ma musique et que je la mets à 12 décibels, vous allez voir qu'on va saturer. On est à 7 plus 9 décibels plus 12 décibels, c'est beaucoup trop. Faites attention à ne jamais être au-delà de 0 et en général, c'est plus à -6 qu'on essaye de travailler. Et je voulais vous montrer aussi un peu qu'on a des outils et des effets directement pour le son. De la même manière que les effets, on les retrouve ici. Si je continue de descendre, ici on a les effets audio. Et c'est ici qu'on va notamment retrouver par exemple l'égalisateur, le channel EQ. Si je clique dessus, hop, alors je vais réafficher ça en grand et masquer mon index. On a l'effet d'EQ, alors pour l'instant du coup il n'y a rien, mais si je clique ici sur le petit icône, on a cette interface qui s'ouvre pour pouvoir faire un EQ comme il nous correspond. Voilà, admettons quelque chose de comme ça. J'ai coupé un peu les très hautes fréquences, monté un peu les hautes fréquences un peu moyennes. Et là, par exemple, je peux diminuer les basses de ma musique, diminuer les basses fréquences. Voilà, c'est l'EQ, il est ici, je peux le supprimer. Et on a également un outil de compresseur. À des fois, je me perds un peu dans leur remplacement. Du coup, je vais dans tout et je tape le nom de l'effet que je recherche, qui est en l'occurrence ici un outil, le compresseur, ici. Et pareil, on aura une petite interface pour pouvoir venir adapter, compresser, relever un peu le gain là où il est un peu trop bas et diminuer un peu le gain là où il est trop haut. Je peux appliquer un limiteur également pour ne jamais dépasser une limite comme 0 décibel. Voilà. Je vais m'arrêter un instant sur cet élément-là, le Windstorm Cold. Je vais l'isoler en faisant Option S, comme ça on n'entend plus que lui. Comme vous pouvez entendre, on a une petite reverb, parce que dans les effets, on a notamment de la reverb. Si je tape reverb, on l'a ici. Je vais commencer d'ailleurs par les désactiver. Par défaut, on avait ça comme bruit de vent. Vous voyez, il est assez aigu et il se coupe net. Si j'ajoute du coup mon effet de reverb, que j'ai d'ailleurs paramétré sur le pré-réglage de cathédrale, qui nous fait vraiment une reverb très éloignée, très longue et très loin, mais que j'adore. On va du coup pouvoir faire continuer le son sur un long moment. Il s'arrête, mais il continue encore un peu. Et j'ai aussi ajouté un réglage de tonalité pour changer un peu la fréquence de mon son. Je l'ai diminué pour avoir un son plus adapté au mood que j'avais dans la vidéo. Voilà, ça fait quelque chose de beaucoup plus lourd tout d'un coup. Voilà, c'est les outils et les effets sonores qu'on retrouve. Il y en a pas mal. On a aussi des trucs comme dans modulation. On va pouvoir ajouter vraiment des effets un peu spéciaux, sonores. On a, je sais, un effet de talkie-walkie quelque part. Moi, mes préférés, ça reste la reverb à 100%. Je l'utilise très souvent. Et enfin, un dernier point dont je voulais vous parler relié à l'audio, ça va être l'isolation vocale. Là, par exemple, dans ce plan, on nous entend parler, ma pote et moi. Corentin. Hein? Corentin. Corentin.
Et si vous entendez bien, on a un arrière-plan assez bruyant. On entend vachement les bruits de la nature, de l'environnement, etc. On va pouvoir du coup isoler cette voix. Si je sélectionne mon plan, directement dans les réglages du volume sur la droite, on a ici isolation vocale. Ça fonctionne avec de l'intelligence artificielle et Final Cut Pro a fait quelque chose d'assez bon à ce niveau-là. Si je vous laisse maintenant réécouter la même séquence. Corentin. Hein? Corentin. Corentin. Comme on peut le voir, nos voix sont vachement plus mises en avant et l'arrière-plan est complètement diminué. On voit très bien d'ailleurs sur les ondes ce que ça fait, ce qui se passe. À chaque fois qu'il n'y a plus de bruit de parole, on a ici voilà un peu d'air dans la vidéo. On peut voir que quand j'augmente l'isolation vocale, ces bruits d'air vont être diminués. Juste pour vous montrer, voilà ce que cela aurait pu rendre à 100%. Corentin. Hein? Corentin. 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 La voix est complètement isolée. Ça devient même presque plus naturel là finalement. C'est pour ça que moi, ouais, voilà, 25-30%, je trouve que c'est suffisant déjà. Je vous fais aussi un petit point sur le motion blur, donc le flou de mouvement en français. On va pouvoir ajouter cette espèce d'effet qui va faire qu'on a l'impression que cela va vite sur une vidéo. Ça va fonctionner si on accélère celle-ci. Donc si je fais le raccourci clavier commande R, j'affiche la barre des vitesses. Je vais augmenter cette vidéo à déjà x4, donc à 400%. Et je vais y ajouter du motion blur. Par défaut, il n'y en a pas sur Final Cut. Je vais devoir utiliser encore une fois mes plugins. Donc dans CA Titles, j'ai ici en haut les motion blur. Je pense que déjà le niveau médium, le niveau intermédiaire, il est suffisant. Comme vous pouvez le voir, vu que le motion blur est activé, on va retrouver un flou un peu naturel sur les voitures, comme si c'était nos yeux qui voyaient ces voitures passer vite. À comparaison, si je le désactive avec le raccourci V, on voit bien ce que ça peut apporter. Et cet effet de flou de mouvement, on peut également l'activer sur un élément graphique, comme par exemple un titre qui apparaît de manière rapide à l'écran, ou même une forme géométrique, comme ce carré que j'ai animé tout à l'heure. Là, je lui ai fait faire un petit circuit avec des points clés. Et si vous voyez, j'ai mis le motion blur sur la fin, le niveau haut. Quand il se déplace, ça crée voilà cet effet de flou. Si je désactive, on voit bien qu'il est plus très net. Le mouvement devient tout de suite beaucoup plus naturel. Par contre, attention, cela va demander beaucoup plus de ressources à votre ordinateur. Là, ici, j'ai fait uniquement charger cette petite section de 3 secondes. Une dernière chose avant d'exporter, sachez aussi qu'on peut ajouter des sous-titres sur Final Cut. Ça peut être des sous-titres vraiment classiques, comme cela. Vous avez peut-être remarqué mon ancien style de plugin Corentin Blanc. Ils apparaissent tout en haut dans la timeline, juste ici. Sachez que vous pouvez en ajouter en faisant Option C. Voilà, on a une petite fenêtre qui s'ouvre. Alors par défaut, il a mis langue anglais. On peut ici modifier les rôles et ajouter un sous-titre SRT de type français. En réalité, je sais que ça allait avoir aucun impact, même si ça reste sur anglais par défaut. Ce sera bien du français que vous pouvez écrire. Et je peux écrire Hello. Il va bien ajouter le sous-titre Hello juste ici. À savoir, c'est qu'un sous-titre n'est pas forcément intégré dans la vidéo. Il peut avoir la forme d'un fichier qu'on va ensuite relier dans notre logiciel pour regarder une vidéo. Mais c'est vrai que les sous-titres sur Final Cut sont pas très personnalisables. On va pouvoir changer un peu vite fait la mise en forme, un peu de gras, changer la couleur de texte, mais on va pas aller beaucoup plus loin que ça. C'est pourquoi j'ai aussi créé des sous-titres un peu plus personnalisés dans les CA Titles. On les a tout en bas. On a le caption qui est le sous-titre un peu plus personnalisable avec un petit arrière-plan un peu à la Netflix ou des choses comme ça. On peut choisir du coup la police et 2-3 autres réglages. Ou alors j'ai aussi un sous-titre un peu plus original et animé qu'on va retrouver juste ici, le Highlighted Caption, où cette fois-ci on va vraiment pouvoir faire déplacer le mot qu'on veut surligner. Bon, alors là pour le coup il ressort pas bien. Si je repasse le texte en blanc, voilà, on va pouvoir du coup animer mot par mot le sous-titre en utilisant justement les points clés. Bref, je pense que j'ai un peu fait le tour pour toutes les fonctionnalités. Admettons qu'il ne reste plus qu'à exporter, on va pouvoir faire ça en haut à droite de Final Cut, la petite flèche. On va retrouver quelques pré-réglages, par exemple spécialement pour des appareils Apple. Vous pouvez aussi enregistrer l'image active, ça va vous faire un peu un screenshot de là où vous avez placé votre curseur. Si je veux par exemple exporter ce moment-là du montage, je vais placer mon curseur ici, exporter et enregistrer l'image active. Il va m'enregistrer uniquement cette image-là, en l'occurrence en JPEG, mais je peux changer ici le format. Et sinon, vous pouvez du coup exporter votre fichier intégral classique. Vous avez quelques informations ici. On voit qu'on est dans ce format-là, cette fréquence-là. On est en stéréo. Ça va durer 4 minutes et 19 secondes. Et vous avez une estimation de la taille que le fichier va prendre et l'extension 1.move.
On peut aller un peu plus loin dans les réglages ici. On peut changer le codec. Ça va être le système d'encodage. Un H264, c'est un peu le plus conventionnel. Ça va faire un fichier assez léger pour ce qu'il est, avec une qualité malgré tout assez bonne. Maintenant, vous pouvez avoir une exigence un peu plus élevée et demander un fichier d'une un peu meilleure qualité. Vous avez le ProRes 422 ou même le ProRes 444, mais faites attention, le fichier peut vite être énorme. On reste sur du point move avec de l'Apple ProRes ou de l'H264, mais si vous voulez exporter un MP4, vous pouvez, vous changez le format en mettant ordinateur, et cette fois-ci on passe sur du point MP4. Et sachez que vous pouviez aussi exporter que l'audio par exemple, si vous voulez exporter que la bande son, vous choisissez ici le format, etc. Dans mon cas aujourd'hui, je vais rester la version la plus simple, vidéo et audio en H264. On clique sur suivant, vous choisissez là où vous voulez exporter votre vidéo, vous enregistrez et Final Cut commence l'export de celle-ci. À chaque fois ici en haut à gauche, vous avez une petite roue, c'est la tâche d'arrière-plan. À chaque fois que vous faites une action, Final Cut va soit faire le rendu de cette action-là, soit ici en l'occurrence le partage. Ça me montre que j'en suis à 30% de mon partage, de mon export de la vidéo. Je vais l'annuler ici. Refermer cette petite fenêtre, encore une fois c'est la petite roue ici. Vous l'avez peut-être vu tourner un peu tout le long de la vidéo. Si par exemple je crée quelque chose, admettons une petite animation de zoom, dès que je vais relâcher la souris, Final Cut va lancer un rendu de cette portion du montage. Là où vous avez vu, la roue elle a tourné très très vite parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire. Si je voulais plutôt, alors je vais enlever l'effet, ajouter par exemple une stabilisation sur ce plan-là, je vais lancer l'analyse en cliquant ici et Final Cut va lancer un transcodage, une analyse de mon plan pour créer cette stabilisation. Mais attention du coup, sachez qu'à chaque fois que vous faites une action et que ça crée un rendu, cela va aussi prendre de la place dans votre bibliothèque, elle va grossir. C'est pourquoi vous pouvez aussi désactiver le rendu automatique de chaque action que vous faites. Si vous faites commande virgule, vous accédez aux paramètres de Final Cut ici en l'occurrence et vous allez pouvoir dans la lecture désactiver ce rendu d'arrière-plan qui est ici démarré automatiquement après 0,3 secondes. À ce moment-là, Final Cut ne va pas précharger votre montage, c'est-à-dire que quand vous ferez play, ça va pouvoir un peu saccader, pas toujours être très fluide, mais par contre ça va pas créer des gigas de rendu. Parce que rien que là, sachez que si j'ouvre ma bibliothèque dans mon Finder, si je fais commande I pour afficher les informations de celle-ci, sachez-le, c'est important, une bibliothèque peut vite prendre de la place, mais sachez toutefois qu'on peut supprimer ces fichiers de rendu. Si vous faites un clic droit sur votre bibliothèque, affichez le contenu du paquet. Si vous allez à la date, on a ici Render Files qui est du coup ce dossier de rendu. C'est celui-ci qui est le dossier le plus conséquent. Si vous en avez un à supprimer, c'est Render Files, aucun autre, pour être sûr de ne pas supprimer votre montage, ce serait dommage. Voilà pour ça, une ou deux petites astuces en plus. Si par exemple j'aurais souhaité dupliquer mon montage, admettons de Boston, je peux faire un clic droit dessus et le dupliquer, soit dupliquer le projet tout simplement, soit le dupliquer comme et ici venir changer quelques paramètres. Je vais pouvoir changer le format si je veux repasser en HD par exemple. Pour la résolution juste ici. Attention, on ne pourra jamais changer le débit. Si vous avez créé un montage avec un débit spécifique, vous n'allez pas pouvoir changer ce débit comme ça. Pensez du coup aux préférences que j'ai faites tout à l'heure, commande virgule. Vous pouvez aussi personnaliser 2-3 choses ici, ça peut être intéressant. Par exemple, moi qui ne travaille jamais avec le réglage de couleur par défaut dans l'étalonnage, je choisis toujours le réglage des roues des couleurs. Ainsi, dès que je vais vouloir changer la colorimétrie de ce plan par exemple, dès que je vais cliquer sur mon réglage de couleur, par défaut, il va m'offrir les roues des couleurs. Voilà, il y a 2-3 autres réglages, je vous laisserai aller voir ça si vous voulez aller un peu plus loin. Et enfin, une dernière chose, un peu à l'image de Adobe Premiere Pro et After Effects, Final Cut fonctionne aussi un peu de la même manière avec Apple Motion. Il n'est pas très cher et il nous permet d'aller un peu plus loin encore dans le montage. Et si ça vous intéresse, sachez qu'il y a plein d'autres tutos sur Final Cut sur ma chaîne. Je suis vraiment spécialisé dans ce logiciel depuis quelques années maintenant et j'ai créé tout un tas de tutos selon des notions bien spécifiques que j'ai pas forcément pu développer ici dans cette vidéo. Je note notamment une vidéo complète sur la colorimétrie, une sur le sound design. J'ai aussi des vidéos d'astuces sur Final Cut ou pour faire des effets spécifiques ou même comment compresser une vidéo. Il y a plein de choses. Et si besoin, sachez aussi que je propose des cours personnalisés sur Final Cut. Si vous avez envie que je vous donne un cours directement à distance, je vous propose de vous aider, que ce soit dans un projet en cours ou bien si vous voulez que je vous explique un peu mieux une notion.
N'hésitez pas, vous avez le lien en description, tout se passe directement sur mon site corentinboulin.shop. J'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si besoin, j'y répondrai. Et nous on se dit à la prochaine vidéo. C'était Corentin.